entre dans le sujet principal de cette matinée, les dérives de Washington. C'est l'interrogation de ce matin. D'abord, il y a plusieurs points. On l'a rappelé à l'entame de cette émission. D'abord, on va s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et le Venezuela. Ensuite, on dira un mot sur ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie. Ces événements sont arrivés pratiquement au même moment. On parle d'abord de cet avion saisi du président vénézuélien. Les États-Unis estiment que le Venezuela ne respecte pas les sanctions qui lui ont été imposées. On rappelle, Albert Anatola, ici, que cette... je ne sais pas si je dois dire guéguerre, mais en tout cas... oui, cette guéguerre, on va le dire comme ça, on pourrait me corriger, entre Washington et bien sûr le Venezuela ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec M. Maduro, une fois de plus, à la tête de ce pays, on sait très bien, au regard effectivement de cette action de Washington, que les raisons sont bien plus que celles qu'on nous présente aujourd'hui. C'est vrai, Washington dit que le Venezuela ne respecte pas les sanctions qui lui ont été imposées. Permettez-moi de faire rapidement, allez-y rapidement. De revenir un peu en arrière sur la première thématique. C'est quoi un État? Un État, c'est un territoire. Un État, c'est un gouvernement. Un État, ce sont les institutions. Donc, en dire que là, ce ne sont que des régimes, ce ne sont pas des États, moi, ça me pose un petit problème de compréhension. Je crois que c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent encore être faites. Oui. Dans le cadre de la mise en place effective des instruments. Améliorer certaines oui, c'est d'abord les choses, institutions. Mais pris individuellement, nous avons des territoires de ce côté, nous avons des gouvernements de ce côté, nous avons des institutions qui fonctionnent. C'est ça un État. Donc il faut que, sauf si, à moins que ma compréhension de la chose soit un peu dévoyée. Je ferme rapidement ces parenthèses. Maintenant, pour aller du côté de Washington, il faut noter que la crise actuelle entre le Venezuela et les États-Unis ne date pas d'aujourd'hui. La crise actuelle survient au moment où, une fois de plus, les Vénézuéliens, je crois, viennent de réélire. Effectivement. Viennent de réélire le président Maduro. Maduro, oui. Une élection qui est contestée par Washington et ses alliés. Oui. Qui ont demandé le recomptage des voix. Si ce n'est pas une ingérence, qu'est-ce que c'est? Puisque je crois au niveau de la deuxième thématique, nous avons convoqué. Washington accuse Moscou d'ingérence. Alors, ça dit, vous avez un événement politique qui concerne un pays, un État souverain. Il y a plusieurs candidats, dont un qui est proclamé gagnant par la plus haute instance habilitée à proclamer le résultat. Vous avez donc une puissance étrangère qui s'ingère dans cette élection, dans ce processus électoral pour indiquer qu'il faut recompter, n'est-ce pas, les voix parce que le gagnant n'est pas celui qui est présenté par l'institution habilitée à proclamer les résultats. Voilà donc la véritable affaire. Et il n'y a pas que Washington qui a demandé le recomptage, n'est-ce pas, des voix. Il y a l'Union européenne au travers de certaines voix comme l'Espagne, entre autres, qui ont demandé, et la France bien sûr, qui ont demandé le recomptage, n'est-ce pas, de voix. Dans ce processus de crise politique en interne, si j'ose dire, vous avez donc la CIA qui est en train de vouloir s'y mêler, la CIA américaine si vous voulez, qui est en train de se mêler pour instrumentaliser comme d'habitude et engager une partie de la population vénézuélienne dans une sorte de révolution de couleur. Au point où, justement, comme les institutions de ce côté fonctionnent normalement, le gouvernement vénézuélien a pris ses responsabilités. Au point où, actuellement, vous avez certains opposants qui sont instrumentalisés de l'extérieur, comme c'était souvent le cas, qui font face à la rigueur de la justice. Maintenant, la saisie, n'est-ce pas, des avions de l'État vénézuélien. Oui, de l'État. C'est l'État vénézuélien. Il ne s'agit pas de l'avion de Nicolas Maduro, non. Il s'agit de l'avion de l'État vénézuélien. Il faut que les choses soient très précises. Le fait donc de saisir l'appareil d'un État souverain, c'est une provocation. C'est une provocation, ni plus ni moins, n'est-ce pas, de Washington.
Vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre chapeau, c'est-à-dire qu'il faut justement créer un antécédent politique qui va permettre certainement à certains candidats démocrates du côté de Washington à davantage avoir des suffrages. Comme quoi, n'est-ce pas, la diplomatie américaine est très offensive, elle est très rigoureuse, elle est très respectueuse du droit. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre, n'est-ce pas, des institutions américaines qui ne sont pas justement qui ne sont pas imposables à la planète Terre. Les institutions américaines ne peuvent que se limiter sur le territoire américain. Donc ce n'est pas au nom du dollar, Madame Siké, qu'on va imposer que ce qui se passe à Washington doit être appliqué au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, c'est pas où. Ce qui se passe à Washington doit s'appliquer en territoire américain. Il me semble que le Venezuela n'est pas un État américain au sens du droit international. Oui. Donc nous pensons que c'est une provocation. Et vous ne pouvez donc justement pas... Et ça traduit quoi? Ça traduit ce que nous avons toujours décrié et condamné. C'est-à-dire la dictature du bloc occidental. Qui pense que pour parler au monde, au reste du monde, il faut utiliser la violence. Il faut utiliser la force. Il ne faut pas mettre en avant la diplomatie. C'est ça qu'il est question. Donc, nous pensons que ce que Washington est en train de faire, c'est de la provocation, ni plus ni moins. C'est de l'ingérence. Parce qu'il est question de faire pression sur le régime, n'est-ce pas, de Caracas, pour faire marche arrière. Et il me semble que, et il vous souvient que, dans le contexte de la, n'est-ce pas, de la campagne présidentielle vénézuélienne, il y a un certain nombre d'événements, de déclarations qui ont été faites par le président qui a été réélu en direction de Washington, notamment en ce qui concerne les questions de violation du droit international, le soutien de Caracas au peuple palestinien, qui est en train d'être génocidé par, n'est-ce pas, l'armée israélienne. Il s'agit de déclarations qui ne peuvent pas plaire, n'est-ce pas, à l'administration de Biden, ce qui est une réalité. Il y a des choses qu'ils n'aiment pas entendre, c'est souvent très dur, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, et c'est ça le problème avec ces gens. Donc, je sors donc en disant que ce qui se passe du côté de Washington, ce n'est ni plus ni moins qu'une provocation. Une provocation de la part de Washington contre le gouvernement de Maduro au Venezuela. Cet avion, on l'a rappelé, d'ailleurs on l'a précisé sur ce plateau, un avion de l'État, bien sûr, qui a été saisi du côté de la République dominicaine. Washington estime que le Venezuela ne respecte pas les sanctions qui lui ont été imposées. Monsieur Chanclus, je viens vers vous pour poursuivre en ce qui concerne autour de cette actualité. Quel est votre commentaire, la réaction, l'attitude de Washington vis-à-vis du Venezuela? On parle de dictature, imposition en tout cas d'une certaine façon de marcher ou alors de faire de la part de Washington qui, selon certains observateurs ou analystes, se permettent d'imposer la marche du monde ou alors des sanctions et estiment que les États sont obligés de les suivre. Pour moi, rien ne change sous le soleil, vous savez, madame. Je pense que, moi j'ai toujours en mémoire l'acte de terrorisme international sur Nord Stream. Vous savez, à partir du moment où les États-Unis se permettent ce genre de dérive, n'oublions pas aussi que l'origine de ce pays, c'est quand même 2 bombes atomiques sur le Japon, que c'est l'éradication des Indiens chez eux. Donc, vous savez, leur chemin est pavé de sang, est pavé d'actes terroristes. Et le fait de retirer un avion, de toute façon, ça ne va pas changer la position du président Maduro vis-à-vis des États-Unis que de voler cet avion. Je pense que c'est dans une certaine continuité, les États-Unis continuent à être un État terroriste. Et comme il s'impose comme étant le gendarme du monde, c'est un peu comme si un gendarme arrivait chez vous, vous volez tous vos biens, votre télévision, etc., en disant maintenant c'est comme ça parce que vous ne suivez pas les règles qu'on vous a données et pour lesquelles vous êtes parfaitement informés. Et je pense qu'aujourd'hui on en est là avec les États-Unis, ils se permettent tout et n'importe quoi. La saisine de cet avion en est un exemple, mais un des multiples exemples. Les États-Unis, encore une fois, sont un pays en marge, bien qu'ils s'imposent et qu'ils veuillent donner des leçons de morale
à l'intégralité du monde, je pense qu'aujourd'hui, ce pays est un pays à mettre au banc de la société parce que, justement, ils ne respectent aucune des lois internationales. Ils ont beau s'entourer de démocratie, de droits de l'homme ou de je ne sais quoi, ce sont les pays les plus terroristes au monde. Voilà. Voilà mon point de vue. Bon, maintenant, ce sont les faits aussi qui parlent. Hein. Je vous parlais de Nord Stream, mais il y en a bien d'autres. Hein. Et dans le conflit avec l'Ukraine, c'est pareil. Vous avez des multiples interventions de la CIA en Ukraine qui prouvent que ces gens-là ne respectent plus rien. Voilà. C'est la règle maintenant. Oui, mais je vous relance, je reste avec vous, Monsieur Chanclus, mais on a l'impression, effectivement, vous l'avez rappelé, ce n'est pas la première fois, on a cette habitude, on sait qu'on sait Washington et surtout vis-à-vis du Venezuela, mais on a toujours l'impression que les coups viennent d'un côté. Est-ce que le Venezuela aujourd'hui n'a pas aussi les moyens de se défendre et ce de manière véritable et efficace aujourd'hui sur Venezuela, qu'on impose diverses sanctions, c'est vrai, vous l'avez dit, cela ne va rien changer, mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné aussi se repositionner et voilà, faire valoir également sa force d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, bah, c'est l'objectif, je crois. C'est l'objectif d'un certain nombre d'organisations internationales qui se forment, qui se renforcent, comme les BRICS notamment, ils en font partie. Mais je pense que tant qu'il n'y aura pas une cohésion internationale face à l'Occident atlantiste, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas que les États-Unis. Hein, Ouais. vous avez l'Occident dans son intégralité qui suit le maître atlantiste. Donc les Européens, notamment sous l'égide de l'Union européenne, sont tout à fait capables de ce genre de coup tordu. Hein. Je pense que, vous savez, aujourd'hui, il est important parce qu'il y a une prise de conscience que les États-Unis franchissent des lignes rouges en permanence. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pays du monde, notamment les pays du Sud, mais pas que, hein, pas que. Il y a aussi des populations européennes qui se rendent compte d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, les élections en Allemagne, les dernières élections en Allemagne le prouvent. Je pense qu'on est face à une situation de bascule aujourd'hui. C'est pour ça, et vous avez raison de le rappeler, il faut réagir. Mais ne pas réagir à la manière des États-Unis, parce que un pays comme le Venezuela n'a pas les moyens de réagir comme les États-Unis. Donc aujourd'hui, le Venezuela rassemble autour d'elle un certain nombre d'autres pays qui ont la même vision du monde. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Comme l'Union africaine ne va pas se faire, comme ce qu'on rappelait tout à l'heure, tout ça ne va pas se faire en un jour. Il faut avoir une ligne directrice, avoir une cible commune, avoir un certain nombre de volontés fortes de se libérer de ce carcan que sont les États-Unis, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment où les pays qui ont cette volonté forte, eh bien, ils réussiront. Mais ça va demander beaucoup de solidarité, ça va demander beaucoup de volonté pour pouvoir se défaire de ce carcan, comme je viens de l'expliquer. Merci à vous, Monsieur Chanclus. Se défaire de ce carcan, le Venezuela, une fois de plus, victime des agissements, certains parlent de dérive, dictature internationale, en tout cas de la part des États-Unis. On l'a dit, il n'y a pas que les États-Unis. Derrière les États-Unis, effectivement, on le sait, il y a beaucoup d'alliés contre le Venezuela. Maduro, qui aujourd'hui n'est toujours pas reconnu par cette communauté internationale, autoproclamé. Madame Labarui, cet avion de l'État, je préfère employer ce mot, vénézuélien, effectivement, qui a été saisi encore par Washington. Votre commentaire? Écoutez, je vais d'abord reprendre une chose. Je n'ai jamais traité les pays de la AES de régime voyou. Et quand je parle d'État, toutes les institutions africaines, toutes, elles ont été faites par le colon. On n'a pas d'institution que nous avons créée nous-mêmes. Donc, il n'y a pas d'État. Voilà. Ça, c'est un autre débat. Par rapport au Venezuela, pourquoi le Venezuela? Pourquoi l'Iran? Pourquoi l'Algérie? Pourquoi le Nigeria? Pourquoi la guerre contre les pays producteurs de pétrole, les États-Unis l'ont gagnée. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? En Afghanistan,
à l'époque, quand on a déclaré la guerre à l'Afghanistan, il était question qu'un pipeline passe par l'Iran pour rejoindre le Pakistan. Donc, il fallait empêcher ça, il fallait mettre la pagaille et mettre le pays à chaos. Donc, l'Afghanistan, c'était le maillon faible, il a été choisi. Après, nous sommes rentrés dans la guerre contre l'Irak. L'Irak également. Saddam Hussein a fait plusieurs erreurs et jusqu'au dernier moment, c'était un jusqu'au boutiste, il ne voulait pas se défaire du pouvoir et laisser le pays respirer. Donc on part contre la guerre contre l'Irak. À partir de ce moment-là, les États-Unis commencent à régner sur l'énergie du pétrole. On part aussi dans une autre bataille. C'était démocratisation du monde arabo-musulman, démocratisation de l'Afrique. Et puis, si la cible, c'était la Syrie d'ailleurs. Et la Syrie avait refusé le projet justement de se mettre avec les États-Unis. Donc, et c'est pour ça que M. Poutine a gagné. Donc, on avait pris possession, actuellement, la Syrie est coupée en deux, ce qu'ils appellent la Syrie démocratique et libre, c'est là où il y a Daesh qui fait le gendarme au profit des Américains pour piller le pétrole et le gaz des Syriens. La Libye était ciblée tout autant que l'Algérie. Donc, le régime qui était un peu moins solide à l'époque, c'était le régime libyen. On est parti pour cette destruction. Une fois qu'ils ont terminé avec tout ça, nous avons eu la chance que la Syrie a pu justement résister à ce projet pour aller vers la guerre, une guerre pour s'approprier le gaz, l'énergie. C'est ça le véritable problème. Donc aujourd'hui, comme hier, comme à l'époque de Chavez, les États-Unis sont en train de faire la guerre aux pays producteurs de gaz pour récupérer le gaz. Ils ont échoué côté pétrole parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine et puis la Russie a choisi son combat. C'est un combat armé. D'un autre côté, juste un peu avant la guerre en Ukraine, on avait vu justement que Trump essayait de mettre le paquet contre la Chine, pour sanctionner la Chine. Pourquoi la Chine? La Chine actuellement, et cela depuis 2018, c'est les premiers producteurs premiers acheteurs des hydrocarbures au niveau de la péninsule arabique. Donc le premier client de l'Arabie saoudite, c'est la Chine. Il faut empêcher ce rapprochement. C'est ce que Trump voulait. Pourquoi? Eh bien, ce n'était pas uniquement pour frapper l'économie chinoise, mais pour empêcher le rapprochement. Le temps lui a donné raison. Il y a eu un rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Chine, et puis après, entre l'Arabie saoudite et la Russie, et l'Arabie saoudite ne veut pas revenir vers le pétrodollar. Donc, tout ce qui est hydrocarbures, gaz et pétrole, c'est lié également à l'économie américaine qui, la nuit, ils vont nous imprimer des billets. Un billet de $100 coûte 65 aux États-Unis. Voilà ce qu'il leur coûte. Le lendemain, ils vont mettre ça sur le marché. Nous, on se prend l'inflation et eux, quand ça ne va pas, ils augmentent les intérêts, donc ils font un équilibre. Donc cette guerre contre les pays producteurs de gaz, malheureusement, depuis le décès de Chavez, le Venezuela est en train de payer le prix. L'histoire de l'avion ou pas l'avion, l'histoire, tout ça, ce sont des histoires, comme ça a été avec la guerre de l'Afghanistan, la guerre de l'Irak, la démocratisation des pays. Les Américains ont plusieurs cartes en main pour essayer de jouer justement et faire pression sur les pays. On a vu aussi également la Guinée équatoriale, à plusieurs reprises, on a essayé de déstabiliser. Le Nigeria, ils ont essayé d'empêcher le projet gazoduc qui passe par le Niger et puis qui remonte vers l'Algérie pour servir l'Europe. Donc tout ça, c'est une guerre qui concerne l'énergie au niveau du monde. Les Américains veulent continuer à dominer. Mais reste une chose, là cette semaine justement, monsieur vient de dire une bonne chose, c'est carrément au Parlement irlandais où ils ont des élus irlandais ils ont dit carrément une chose qui est très importante. Il suffit de retirer l'entité sioniste israélienne et l'entité sioniste américaine de ce monde et le monde vivra en paix. Et ça, c'est une vérité. Le lendemain du 7 octobre,
2023, eh ben, Blinken a appelé son homologue chinois. Et l'homologue chinois, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, on ne condamne pas Hamas, parce que s'il n'y avait pas eu d'occupation, et s'il n'y avait pas eu toutes ces résolutions, vous avez mis votre veto pour soutenir Israël, il n'y aurait pas eu Hamas. Donc le problème, ce n'est pas Hamas, le problème, ce n'est pas Hezbollah, le problème, ce n'est pas les régimes que nous avons en Afrique, le problème, c'est la politique américaine, qui est une politique néocoloniale. Et merci à monsieur qui a rappelé une chose, les États-Unis, c'est qui et c'est quoi? Ce sont tous ces blancs européens qui sont partis coloniser un territoire et, pour déformer les mots, à la découverte des États-Unis. Non, c'est la colonisation d'un continent au détriment des peuples autochtones qu'on a massacrés. Merci. Merci à vous, Madame Labarbu, la gare de l'énergie. Donc, entre autres, Albert Anatole a ici, effectivement, pour Washington, il faut toujours avoir cette mainmise, le contrôle. Entre autres, c'est un peu ce que vivent d'ailleurs les États africains, toujours harcelés et agressés pour le contrôle des ressources. Mais écoutez, c'est le carburant, justement, de l'impérialisme américain. C'est-à-dire la violence et encore de la violence. C'est son carburant. Les États-Unis ne peuvent jamais, au grand jamais, aller quelque part négocier comme cela se devrait par les moyens diplomatiques. Ça passe toujours par de la violence. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut justement changer de paradigme. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, le bloc occidental est rejeté par la quasi-totalité, n'est-ce pas, du monde, c'est justement du fait de cette politique de domination du bloc occidental. Même du côté du bloc eurasiatique, il y en a qui pensent que le rejet du bloc occidental est uniquement le fait des États africains ou bien des pays de l'Amérique du Sud ou bien de l'Asie. Non. Même au sein même du bloc occidental, il y a un rejet, une contestation de plus en plus importante, n'est-ce pas, de cette politique de domination néocoloniale et impérialiste. Oui. C'est important de le dire. Je crois que nous avons à profusion les exemples de violence. C'est-à-dire quand vous faites l'inventaire au bilan de la politique américaine à l'extérieur, je parle de la politique extérieure américaine, vous constatez qu'elle est faite de violence. Les souvenirs les plus récents que nous avons, c'est quoi? Nous avons la Libye. La Libye est là, n'est-ce pas, le Mali, j'ai envie de dire l'Irak est là. Vous avez la Somalie qui régulièrement fait face à des attaques terroristes. C'est le fait de qui? C'est le fait des États-Unis. Vous avez le Soudan qui est empêtré actuellement dans une guerre fratricide. C'est le fait de qui? C'est le fait des Américains, entre autres. Les exemples sont légion. Dans ce genre dans cette politique justement de domination d'un gendarme autoproclamé, il faut un changement de paradigme. Et nous pensons qu'avec le monde multipolaire qui se met en place, le droit international pourra certainement avoir un sens. Je parle du respect du droit international, qui est de plus en plus instrumentalisé et qui est appliqué, considéré par le Washington qui seront au gré de ses intérêts. Il faut que le droit humanitaire international ait un sens. Il faut que les droits de l'homme aient un sens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des concepts surannés, manipulés, qui sont imposés aux autres peuples du monde, mais qui ne sont jamais respectés du côté de Washington. Ouais. Et ses alliés, bien sûr. L'exemple, une fois de plus, de Gaza est là. C'est-à-dire, en Mondovision, officiellement, on demande cessez le feu. Alors qu'initialement, on a dit que, écoutez, ils ont le droit de se défendre, y compris en tuant les populations civiles, les enfants, les gamins, les bébés, les nourrissons, y compris en perpétrant, n'est-ce pas, des exécutions sommaires. Ouais. Et Israël a le droit de se défendre. Pendant qu'on parle d'un cessez-le-feu, on continue, c'est-à-dire les États-Unis continuent à fourguer les armes. À Israël, c'est pour faire quoi? C'est pour aller faire du cirque avec. C'est pour aller, j'ai envie de dire, décorer
Gaza ou bien l'État palestinien, non. Aujourd'hui, vous avez un projet de colonisation totale de la Cisjordanie. Les propos ne sont pas de moi. Ce sont les propos de M. Benjamin Netanyahu qui le dit, qui dit clairement que désormais la Cisjordanie sera israélienne. Et cela se passe au nez et à la barbe de ceux qui vous disent qui sont défenseurs du droit international. Il y a donc un gros problème. Un gros problème de ce, avec, n'est-ce pas, ce bloc-là, ce bloc unipolaire qui est imposé à tout le monde par un seul pays. Au nom du quoi? Au nom de l'arme atomique, au nom de la bombe nucléaire, en tout cas au nom de son complet militaro-industriel. Voilà, et au nom du dollar bien sûr. Au nom du dollar surtout, nous pensons qu'il faut que le monde s'organise autrement. Parce qu'on ne peut pas subir, c'est-à-dire la majorité des États au monde ne peut pas subir, n'est-ce pas, le dictat d'un seul bloc. C'est-à-dire, aller en Europe de l'Est ou de l'Ouest, vous y trouverez les États-Unis. Allez dans n'importe quel continent au monde, vous trouverez les États-Unis. Je crois que du côté de la Côte du Nord, c'est un peu plus compliqué pour eux. S'ils en avaient la possibilité, certainement, ils feraient la même chose qu'ils font partout dans le reste du monde. Je crois que pour sortir, n'est-ce pas, de ce premier jet, de ce deuxième jet, ce qui se passe du côté du Venezuela avec les États-Unis illustre une seule chose. C'est que le modèle démocratique qui nous est présenté, n'est-ce pas, est inadapté. Le système international est essoufflé. Ouais. Il faut donc le réinventer. Et réinventer le système international, ça suppose qu'il faut certainement changer un changement de bloc, un bloc qu'on veut multipolaire, et qui sera respectueux justement du droit international, qui sera respectueux, n'est-ce pas, de la liberté des autres peuples, qui sera respectueux justement des choix des autres peuples, et non être imposé par un seul État au nom de ses intérêts. Merci à vous, Albert Anatola. Ici, on poursuit toujours dans cette série de dérives, bien sûr, en interrogation, des dérives de Washington, mais cette fois-ci pour parler des États-Unis et de la Russie, en apprenant encore via divers canaux. Entre autres, on a vu par exemple le Courrier international parler de cette présidentielle 2024. Washington déclare la guerre aux ingérences électorales russes. L'on nous dit que les autorités américaines ont dévoilé, c'était mercredi, une batterie de mesures, dont des poursuites pénales et des sanctions pour répondre à des tentatives d'ingérence dans l'élection présidentielle qu'elles imputent bien évidemment à la Russie. Eh bien, les autorités américaines ont donc pris une série de mesures. On parle de sanctions pénales, entre autres de poursuites pénales et de sanctions. Et effectivement aussi dans cette série, certains médias, bien sûr, RT a été cité, le Russia Today, bien sûr, le média russe, et ses employés, y compris les deux accusés. Certains accusés ont mis en œuvre une opération de près de 10 millions de dollars pour financer une entreprise installée dans le Tennessee, chargée de publier et de propager des contenus jugés favorables au gouvernement russe. Eh bien, Washington va plus loin et dit que cela s'est fait sous la direction du président russe Vladimir Poutine et ses trois entreprises qui auraient utilisé de faux profils pour promouvoir de fausses informations sur les réseaux sociaux. Alors, M. Chancluis, c'est avec vous qu'on ouvre ce second point autour, cette fois-ci, de cette autre, une fois de plus, tension entre Washington et la Russie. Les États-Unis qui accusent donc directement la Russie, ou alors Moscou, précisément le président Vladimir Poutine, de passer par divers canaux, effectivement, pour s'ingérer dans les affaires internes des États-Unis. On rappelle, par rapport à la présidentielle qui va se dérouler. C'est très drôle, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, ça peut être vu sous un côté drôle, parce que quand on connaît le mode de fonctionnement des Américains et de la CIA en particulier, hein,
c'est leur mode opératoire, de toute façon. L'ingérence dans tous les pays, c'est leur mode opératoire. Et aujourd'hui, ils font une inversion accusatoire, bien entendu, comme on sait très bien qu'ils le font, et avec l'aide des médias occidentaux qui sont multiples et variés, on enfonce le clou. C'est-à-dire qu'on fait croire, et on fait toujours croire au reste du monde, que le méchant, c'est le russe, que celui qui est tordu, c'est le russe, que celui qui ne sait pas respecter les lois internationales, c'est le russe. Voilà. Donc aujourd'hui, on continue sur la même stratégie. Bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, les pays occidentaux qui sont sous l'ingérence des médias occidentaux ne voient pas clair. Les populations pensent qu'effectivement, le méchant, la bête à abattre, ce sera toujours la Russie. Et c'est vrai qu'on lui met sur le dos beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que moi, j'ai des amis qui sont journalistes à RT en Russie et qui me disaient qu'effectivement, ils avaient cette épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'ils savaient très bien que la démocratie aux États-Unis n'existe pas. Ça c'est un leurre. Ouais. Et ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, ce genre de choses allait leur tomber sur le dos. Et principalement, Margarita Simonian, donc, qui dirige Russia Segodnia, donc, qui gère les principaux médias russes, c'est-à-dire RT, Sputnik et puis un troisième, RIA Novosti. Effectivement, ils savaient ce qui allait arriver. Ce n'est pas une surprise. Et encore une fois, imputer aux Russes le fait de s'ingérer dans les affaires intérieures américaines, c'est une vaste rigolade. Je suis désolé. Parce qu'on ne vient pas voir la poutre qu'il y a dans son œil avec les ONG américaines dirigées par M. Soros, etc., qui n'arrêtent pas de s'ingérer dans tous les pays du monde. Mais par contre, on vient suspecter, parce que c'est de la suspicion, hein, ne l'oubliez pas, il n'y a aucun fait, rien n'est prouvé. Mais on vient suspecter RT, et pour cela, on vient arrêter un certain nombre de choses. On vient arrêter Tenet Media, donc, qui était, comme vous l'avez signalé, basé en Tennessee, mais dont la tête était au Québec. Voilà, mais ça rime à rien, tout ça, encore une fois. Parce que là aussi, les ficelles sont tellement grosses. La CIA est à la manœuvre. Et aujourd'hui, la CIA veut montrer au peuple américain qu'effectivement, l'état de droit aux États-Unis règne en maître et qu'on ne laissera pas une supposée Russie s'ingérer, du moins, dans les affaires intérieures du pays. Une rigolade, je dis, c'est une rigolade qui fait rigoler tout le monde. D'ailleurs, la preuve, le président Poutine l'a dit hier, lors du Forum international de Vladivostok, il a dit nous, au Kremlin, on plaide pour voter pour Kamala Harris, voilà, dans un large sourire. Ouais. Donc, ce qui prouve que tout ça n'a pas ni queue ni tête et qu'on continue toujours dans la même logique. Les États-Unis continuent toujours dans leur même logique. Ils sont très entêtés, vous savez, comme tous les gens qui ne sont pas intelligents, ils sont entêtés dans leur manière d'être. Et je pense qu'aujourd'hui, ça continue, c'est dans la même veine. Voilà, on ne change pas. On ne change pas. Les États-Unis, en ce qui concerne, une fois de plus, ces autres accusations, cette posture vis-à-vis de Moscou, Madame Labarui, pour poursuivre avec cette autre affaire, on rappelle aussi que l'ancien président américain, Donald Trump, a aussi été cité comme pour dire que tout cela, du moins en ce qui concerne ces accusations contre la Russie, il s'agit tout simplement de donner des points ou alors que cela soit favorable à une certaine candidature de M. Donald Trump. Madame Labarui, simplement votre analyse, une fois de plus, autour de cette question. La Russie, c'est depuis la du XVIIIe siècle que c'est la cible des Occidentaux. Et cela par rapport aux richesses. D'ailleurs, je le rappelle souvent que le terrorisme que nous connaissons aujourd'hui en Afrique, tel qu'il est en Afrique, il a commencé en Russie. Là, c'est la Russie tsariste. Et il y avait le frère de Lénine qui a fait partie de ce groupe justement qui
qui terrorisait le monde, qui fabriquait des bombes, qui tuait les gens et qui essayait de faire pression sur le tsar à l'époque pour en finir avec la Russie impériale. Il fallait en finir avec l'Empire russe. Et ils ont réussi, ils ont vraiment réussi. Qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons les mêmes acteurs, les mêmes personnes, c'est les mêmes familles. Je cite aussi souvent Blinken. Blinken est ukrainien. Son arrière-grand-père a fait partie de ce mouvement justement qui a semé le sentiment anti-russe. Son grand-père a fait partie de l'équipe de Lénine. Son père a provoqué le printemps de Prague. Il était ambassadeur à l'époque, ambassadeur des États-Unis. Si on prend d'un autre côté M. Netanyahou, parce que Gaza a à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que les Russes se manifestent. Hein. Ils sont avec Hamas, ils reçoivent souvent Hamas. Et bien, il y a Tartus à côté, il y a Hmimim à côté. Donc, les Russes sont en Méditerranée. C'est une guerre contre les Russes, mais une guerre contre aussi le gaz russe, parce que on devait déménager tout le monde pour faire du port de Rafah un port de distribution de gaz et de pétrole qui provient des pays de la péninsule arabique. C'est ça le vrai problème de Gaza. Donc on ne peut pas dissocier ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui se passe en Palestine occupée ou en Israël. Il y a à peu près, moi je vous ai envoyé des choses concernant les Israéliens. Qu'est-ce qu'ils disent? On a réussi à manipuler 30 votes dans le monde où ils ont mis des hommes à eux par la manipulation. Donc, Israël joue un rôle très important et Israël est très avancé au niveau high-tech, au niveau technologie et au niveau aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, ils réussissent à manipuler. Les Américains, jusqu'à là, ils restaient toujours derrière et ils mettaient leurs vassaux devant, comme les Émirats arabes, comme le Maroc, comme ces pays-là qui agissaient pour eux. Et à un certain moment, c'était le Qatar, hein, jusqu'à la guerre de Russie-Ukraine, c'était le Qatar aussi, l'Arabie saoudite, qui, je l'ai dit tout à l'heure, sort du pétrodollar et de ses arrangements. Donc, ils mettaient ces pays-là devant. Et ils se mettaient derrière. Là où je tire chapeau à M. Poutine et à la Russie, c'est que là, ils ont fait sortir les États-Unis et là, on voit leurs agissements. Il n'y a plus de démocratie, on n'a jamais eu. Il n'y a pas de justice depuis que les États-Unis règnent. Regardez, depuis 1991, la fin de l'Union soviétique, quand M. Poutine avait dit lors de ses premières interventions, beaucoup de gens regrettent l'Union soviétique réellement, parce que le Soudan, c'est à partir de 1991, l'Algérie 91, la Somalie 91, l'Irak 91. Ce n'est pas un hasard, c'est la manipulation de la CIA. Aujourd'hui, ils ont semé la pagaille partout. Maintenant, c'est une manipulation. Ils sont passés depuis 2007 du hard power au soft power. Ils mettent des gens à eux et puis c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui commandent. Ils ont essayé de le faire en Géorgie, ça a marché un coup. Après, bon, ça n'a plus marché. En Ukraine, ils ont réussi à 100%. D'ailleurs, on voit que c'est les Ukrainiens qui se battent pour eux. Et M. Zelensky l'a bien dit quand il est parti au Congrès. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on fait la guerre pour vous. Eh bien, on va retrouver exactement les mêmes mots utilisés par Netanyahou quand il était au Congrès américain il y a quelque temps, il y a une quinzaine de jours. Il a dit nous faisons la guerre pour vous. Donc les États-Unis, cet État impérialiste, colonialiste, qui a dominé le monde aujourd'hui depuis que les grandes puissances s'opposent, ils montrent un autre visage et ils veulent continuer à manipuler la Russie parce que la Russie, c'est un grand pays, c'est la première armée du monde. Et encore une fois, les Chinois ont choisi la bagarre avec l'économie. Les Russes, eux, ont choisi l'arme parce qu'ils sont forts en armes.
Et à côté de cela, vous avez l'Iran qui a rejoint ce bloc. Donc, il y a un nouveau monde qui s'est dessiné, mais il faut qu'il se mette en place. La Turquie qui, elle aussi, a demandé son entrée au BRICS et elle a rejoint ce bloc. Donc, je pense que les gens en ont marre, nous n'avons marre de vivre dans cette incertitude dans le monde. La bombe atomique n'a pas été utilisée juste au Japon. Hein. La bombe atomique tactique a été utilisée en Irak, elle a été utilisée aussi en ex-Yougoslavie, en Serbie. Donc, c'est là où les gouvernements font très attention, c'est que les Américains qui ont utilisé cette arme 3 fois, ils sont capables de l'utiliser une 4e fois. Donc le monde y va doucement pour en finir avec cette hégémonie de George Soros et des think tanks, des ONG qui viennent s'infiltrer partout, mais qui ne servent qu'à une seule chose, l'espionnage, la déstabilisation, la création de tous ces mouvements qui ont provoqué le printemps arabe et qui ont provoqué les révolutions de couleur. Ce que je disais tout à l'heure, les Américains ont plusieurs armes et il faut y aller doucement avec eux parce qu'ils sont capables du pire. Ils sont capables d'empoisonner des eaux, ils sont capables d'empoisonner des terres, chose faite en Égypte. Hein. L'Égypte était suffisante à elle-même au niveau des céréales, au niveau du blé. Maintenant, vous avez 50% des terres en Égypte qui sont inexploitables parce que ça a été empoisonné. Beaucoup de gens ignorent ce genre de choses et tout ça pour faire pression sur l'Égypte parce que c'est un axe maritime, c'est la jonction entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, donc toute la domination des États-Unis qui est là, donc il faut faire très très attention. Un vote, je pense que les Russes, avec tout le vécu qu'ils ont eu, toutes les déstabilisations depuis Alexandre II, eh ben, ils sont pas surpris et ils ont prévu leur coup pour faire barrage à tout ça. Merci. Merci à vous également, Madame Labarui. Albert Anatole, ici tout à l'heure, justement, on parlait de cette CIA, on a l'habitude de parler. La CIA est à la manœuvre, comme l'a dit M. Chanclus. On faisait également le parallèle, vous l'avez d'ailleurs mentionné, avec la précédente actualité où Washington se plaignait, du moins en ce qui concerne le Venezuela, de ne pas avoir respecté les sanctions, alors que Washington bien sûr, estime que M. Maduro n'est pas légitime. Cette fois-ci, on voit que Washington déclare la guerre, selon ses déclarations, aux ingérences électorales russes en ce qui concerne la présidentielle, du moins l'élection qui se prépare de ce côté-là. Le pays, les États-Unis, il a dit Mme Labarui, sont prêts à tout. Ils sont prêts en tout cas au pire. Alors face à un État tel que les États-Unis, c'est vrai, on l'a dit, la Russie permet aujourd'hui à ce que les États-Unis sortent effectivement de leur trou. Au départ, on le sait, on envoyait à travers les pays tels que la France, entre autres. On sait que les États-Unis agissaient, mais là aujourd'hui, on voit les États-Unis au premier fond, du moins au premier rang. Mais écoutez, Madame Siké, je dois dire 2 ou 3 choses là-dessus. La première chose, c'est que ingérence pour ingérence, Washington n'aime apparemment pas l'ingérence russe, présumée. Oui. Dans ses affaires internes. Oui. Mais Washington a le droit de s'ingérer dans les affaires internes du Venezuela. C'est-à-dire la fin d'un processus électoral qui remet en selle sur le fauteuil présidentiel un président élu par sa population. Ça dérange les affaires de Washington. Au point où ces derniers se donnent la liberté de saisir un avion, un appareil qui appartient à un État souverain. De l'autre côté, vous avez donc Washington qui n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires, surtout quand il s'agit de l'élection présidentielle. Il y a 2 choses sur ce premier point. D'abord, il y a de la manipulation des masses. Et en plus, en arrière-plan, vous avez pratiquement la liberté d'expression qui est muselée. Puisqu'il n'y a pas qu'un seul... Il y a en plus des sanctions du point de vue pénal qui ont été mises en mouvement contre Russia Today. Vous avez Ténèbres Média qui a été suspendu. Effectivement. Qui a été suspendu. Alors,
Mais c'est même gens qui vous disent tous les jours qu'ils sont, n'est-ce pas, ils protègent, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Et pour faire la parenthèse, pas pour vous couper, on sait que certains médias occidentaux qui ont été suspendus, effectivement, dans les États africains, tels que, du moins, surtout dans le Sahel, on sait qu'il y a plusieurs médias qui ont été suspendus. On a vu la sortie, entre autres, des pays tels que les États-Unis, à côté, bien sûr, des États européens, qui ont appelé au respect, quand même, des droits, voilà, de la communication, de l'information. Nous sommes coutumiers des indignations sélectives. C'est-à-dire, quand ça n'arrange pas les intérêts, on s'indigne. Mais quand ça arrange les intérêts, c'est normal. Donc c'est eux qui appliquent désormais ou imposent au reste du monde la normalité ou la normalité. C'est-à-dire ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Donc du côté de Washington, là-bas, comme ça n'arrange pas les intérêts, il faut suspendre les médias russes ou bien soupçonner comme pro-russes. Oui. Voilà donc les gens qui nous parlent, n'est-ce pas, de la démocratie. Ça, c'est la première lecture. La seconde lecture, revenons à la problématique de l'ingérence. Nous savons, et ça a été répété tout à l'heure par mes deux copanélistes, que Washington est coutumier des ingérences, tous azimuts. Que ce soit en Afrique, en territoire européen, dans les États de l'Amérique du Sud ou ailleurs, en Asie du Sud-Est, Washington se mêle de tout et de rien. Au travers des ONG connues ou d'autres qui ne sont pas très connues. Au travers de sa diplomatie. Vous avez sur le continent africain des diplomates américains qui organisent des réunions de messe de minuit avec des leaders d'opinion, notamment des leaders de partis politiques, la société civile, alors que sur leur territoire, c'est absolument pas possible. Ils vont vous convoquer leur loi qui s'impose à tout le monde et qui s'applique à tout le monde. Donc ce qui est accepté chez eux ne doit pas être accepté ailleurs. C'est ça, en fait, leur logique, leur philosophie. C'est de la désinformation, puisque ça a été répété tout à l'heure par mon copanéliste qui indique que, écoutez, la machine d'ingérence mise en place par le Kremlin vise à manipuler, n'est-ce pas, les votes, à manipuler les sondages au profit d'un candidat républicain. Oui, mais tout sauf à fait. que le Kremlin vous dit autre chose. C'est-à-dire que c'est sur le règne, sur le magistère de Donald Trump qu'ils ont subi plus de sanctions. Donc, ils préfèrent soutenir la candidature de Kamala Harris. Ouais. Vous voyez donc qu'il y a une contradiction majeure. Ça renvoie dans ce que Mme Labaroui, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que ça participe de la manipulation des masses. Oui. La désinformation. C'est-à-dire qu'il faut présenter toujours quelqu'un, notamment la Russie, comme étant l'ennemi à abattre à tous les prix. La troisième chose qu'il faut que nous suggère ce thème, c'est quoi? C'est que il faut faire très attention justement aux services américains. Il faut faire très attention aux services américains. Hier, je l'ai indiqué sur ce plateau. Ils infiltrent nos États dans tous ces paliers des membres du gouvernement, des avocats, des médias, n'est-ce pas, même des magistrats, les hommes d'affaires, les sportifs, ils infiltrent partout. Et très souvent, ça paraît anodin, peut-être même un peu, j'ai envie de dire, très silencieux, mais c'est très nocif parce qu'ils retournent vos compatriotes contre vous. Parce que très souvent, ils font beaucoup de promesses mirobolantes, notamment beaucoup de dollars ou la citoyenneté américaine. Et c'est très dangereux. Ça nous paraît anodin, mais c'est très dangereux. Nous marchons, nous collaborons quelquefois, nous marchons tous les jours avec les agents américains, les gens de la CIA, sans le savoir. Mais il faut faire très attention et ça doit nous amener à être extrêmement très vigilants. Je dis bien très vigilants, parce qu'il ne faut pas que nos États, en tout cas ceux qui nous gouvernent, acceptent ou admettent que les diplomates étrangers s'exercent à certaines activités extra-diplomatiques. Oui. C'est-à-dire en violant justement le principe qui fonde le droit de neutralité qui leur est imposé,
en convoquant, en organisant, n'est-ce pas, des rencontres avec les membres de notre société. Je parle que ça peut être les associations, les ONG, bref, les partis politiques, entre autres. Il ne faut pas accepter cela. Ça veut dire que normalement, un diplomate qui s'exerce à une telle activité doit absolument être chassé de notre territoire. Chez eux, ils aiment bien travailler avec les traîtres, mais ils n'aiment pas être trahis. Mais ils aiment bien travailler avec nos compatriotes qui travaillent pour eux, qui sont les traîtres, mais en qui ils n'ont aucun respect, parce qu'en réalité, ils aiment bien travailler avec les traîtres, pour parler simple. Ils aiment travailler avec les traîtres, mais ils n'ont aucun respect pour les traîtres. Ils ont fait la même chose du côté de l'Afghanistan, que est le sort qui est réservé à leurs collaborateurs de ce côté. Voilà la réalité. Aujourd'hui, que se passe-t-il du côté de l'Afghanistan? Oui. Où ils ont passé pratiquement 20 ans pour manger, n'est-ce pas, du terroriste, mais qui sont au pouvoir du côté du Afghanistan. C'est bien les terroristes qui sont allés chasser, n'est-ce pas? Il faut nous comprendre que ces gens, ils sont d'une bipolarité qui est un peu plus inacceptable. Il faut faire très attention. Je termine en disant que ça doit pouvoir nous suggérer une seule chose. Il faut que le monde s'organise autrement. Non pas selon le modèle imposé par les Américains, mais selon le modèle de consensus qui devrait tourner autour, n'est-ce pas, qui devrait tourner autour du respect du droit international, du respect, n'est-ce pas, de la souveraineté des États. Parce que malheureusement, les États-Unis n'ont aucun respect de la souveraineté des États. Les États-Unis n'ont aucun respect de la souveraineté des États. C'est ce que, voilà, nous...